Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à chacun, bonjour à tous. On est vendredi, et puis on va commencer véritablement par déstresser parce que le week-end s'annonce. On est bien sûr à la fin de la semaine de travail et j'imagine toutes les têtes ont commencé déjà par bien sûr décompresser, mais c'est le moment pour nous sur Diaspora FM de vous offrir ce débat pour rentrer dans le week-end. Le débat, c'est bel et bien les sujets les plus importants qu'il y a eu au cours de cette semaine. Julien Kitty, bonjour. Bonjour Peggy, Ludovic Dagba, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM. Je dois dire, sans risque d'être contredit, la meilleure fréquence en bande FM aujourd'hui. Il peut en avoir 1000. Et ça n'engage que moi, parce que j'ai au moins la faiblesse d'avoir traîné mes bottes dans cette profession depuis bien des décennies. Et j'estime qu'il y a du bon boulot qui se fait. Donc, chapeau à vous. C'est vrai, c'est Peggy Ludovic Dagba devant moi, mais bon, monsieur le rédacteur en chef, nostalgie oblige, il faut que je continue d'utiliser ce jargon-là. Et je salue également tous ceux qui nous écoutent après sur les plateformes digitales, parce que Diaspora FM, Eden TV qui se mettent en plein dans la modernité. Et puis bon, voilà. Donc salut également à toutes les autorités béninoises qui ont travaillé à ce que nous soyons finalement à l'ère de la TNT et j'ai été heureux de constater que Eden TV est encore en pole position parmi ces chaînes qui vont être sur ce bouquet qui, au-delà d'être un outil technologique, fait de la fierté pour le Béninois d'avoir donc un bouquet où nous avons des chaînes nationales, c'est fait par notre pays. Et puis, je ne dévoile rien en disant que Eden TV, à travers ses hauts responsables, se trouve encore au sein du conseil d'administration de tout cet attelage institutionnel qui va conduire la TNT dans notre pays après l'État. Franchement, c'est bravo. Merci à Madame Claudine Fiavi-Prudencio, merci à Monsieur Samuel Dessouaoret, merci à tous ceux qui travaillent à ça, et merci à l'État béninois, merci au président Patrice Talon de nous faire rêver, de savoir que des projets qu'il y a depuis, qui devraient révolutionner l'audiovisuel, et puis, en fait, commencent par prendre corps. Et quand je regarde les chaînes qui sont là-dessus aussi, bon voilà, j'estime que la dimension culturelle, l'éducation culturelle de nos citoyens, de nos enfants, prise en compte, parce que quand vous allez sur les autres bouquets fabriqués par les autres, remplis par les autres de chaînes que nous ne maîtrisons pas, c'est l'éducation de nos générations qui sont foutues. Vous permettez que je fasse cette petite digression là qui n'était pas prévue dans votre émission, mais je dis pour quelqu'un qui a ce métier dans l'âme, j'estime que c'est un moment de joie pour moi. Et surtout, j'en profite pour saluer le travail que vous faites. Nous vous saluons vous aussi, Julien Kitty, parce que vous êtes aussi quand même des grands noms du monde médiatique béninois, même si aujourd'hui vous donnez l'impression d'aller chercher sur d'autres terrains. Vous êtes chroniqueur politique, c'est votre droit. Oui, je voulais dire aux auditeurs en fait que c'était du Julien Kitty tout craché. Ouais. Là, il s'est lâché aujourd'hui. Il a l'habitude de se contenir. J'aime pas, vous le savez. Alors, je vous tends plus le micro parce que vous êtes. Je vous tends plus le micro parce que je voulais en fait que à deux nous recevions un nouveau venu dans l'émission, puisque vous êtes mais permettez-moi de lui souhaiter non, laissez-moi y aller, voilà, laissez-moi y aller. C'est quand même un patron de presse. On n'a pas l'habitude d'en avoir pas ici. Patron de presse, patron d'association près de le CNPA, le Conseil national des patrons ou du patronat de l'audiovisuel. En tout cas, si comment dire, je commettais une erreur, il allait m'aider. Alors, j'ai nommé
Vincent Fortuné, Assogba, bonjour. Bonjour Peggy et bonjour aux auditeurs de Diaspora FM. Heureux d'être dans vos locaux ce matin. Je crois que c'est pour la première fois. Je suis heureux d'être là et de mener le débat avec toi et Julien Kitty, qui est un vieux de la vieille, un vieux routier, comme on le dit dans nos jargons. Un grand frère à vous deux. Un grand frère à vous deux. Naturellement. Juste que vous êtes plus âgé que moi. On l'accepte. C'est une convention entre nous trois. Voilà, on l'accepte et on te le concède. Vous êtes plus âgé que moi, je suis votre grand frère. Voilà. Heureux d'être là et le débat va se faire. Le débat va se faire avec vous aujourd'hui, puisque Cameron, vous êtes le secrétaire général du CNPA, le Conseil national du patronat de l'audiovisuel. Vous avez suivi un peu à l'entame, Julien Kitty, qui parlait du lancement, évidemment, tant attendu, et que je dirais finalement, de la TNT, la télévision numérique terrestre. Quel est votre avis sur la question? C'est vrai que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. On va y revenir parce qu'il y a plein d'éléments à soulever. Mais déjà, une toute première impression. Oui, merci. Mais je voulais rectifier parce que je crois que j'ai été 6 ans durant secrétaire général du CNPA. Ah d'accord, il y a eu une nouvelle mandature. Il y a eu, même si elle est frauduleuse, il y a une mandature. Donc actuellement, je ne suis pas... j'ai fini mon mandat. On attend vraiment une véritable assemblée générale qui va connaître un autre secrétaire général. Donc, j'ai été un ancien secrétaire général parce que la mandature est finie et on attend une véritable AG pour que quelqu'un d'autre prenne le relais. Sinon, j'ai été. S'agissant de sujets abordés par Julien Kitty, je crois que la TNT, ça a fait du chemin. Le projet a commencé depuis. Aujourd'hui, nous sommes au bout. Nous voyons le bout du tunnel. Le lancement va être fait. C'est heureux parce que j'ai eu à participer beaucoup au processus. Et si aujourd'hui nous sommes au lancement, je crois que c'est heureux pour la presse béninoise. C'est heureux également pour les patrons de presse, parce que les télés qui se trouvent, je crois que c'est les patrons de presse qui ont travaillé à cela, et c'est les patrons de presse qui vont se réjouir aujourd'hui parce que il y aura de l'amélioration, il y aura plus de confort pour les journalistes pour travailler, et voilà, je crois que je suis content que ça aboutisse aujourd'hui et que le Bénin aussi se mette au pas comme le grand pays en matière du numérique. Merci vraiment Vincent Fortuné Assogba. Nous allons rester avec vous puisqu'il y a quand même une nouvelle qui nous est parvenue depuis lundi. Il y a couvre-feu au Bénin. Couvre-feu au Bénin dans 6 localités. Et pourtant, on n'en a pas du tout, entendu parler. Ce n'est que aujourd'hui, grâce à Banuto, que l'information circule. Comment expliquez-vous la chose? Oui, bon, je crois que je ne dirais pas que ce n'est pas une bonne chose. Et certainement, s'il y a couvre-feu, ce n'est pas pour des terroristes de nom, c'est des vrais terroristes. Je crois que on ne peut rien et on ne peut que soutenir ça parce que la partie septentrionale du pays est sérieusement menacée. Et avec ce couvre-feu, je crois que on pourra contrôler un tant soit peu les mouvements dans ces localités. Et vous savez que ces localités sont déjà déclarées zones rouges pour les journalistes où ils ne doivent pas s'y rendre sans autorisation. Mais aujourd'hui, quand on impose un couvre-feu, c'est pour contrôler véritablement les mouvements, pour pouvoir maîtriser les mouvements. Et dans ces zones, le mode opératoire des terroristes, c'est avec les motos. Ils ne se déplacent pas souvent en voiture. Tout à fait, c'est ce qui a été remarqué sur le terrain. Et ils sont souvent à 2, avec des sacoches et autres. Donc vraiment, il faut faire très attention à ces motos-là. Beaucoup attention. Et avec ce couvre-feu, je crois que les forces de sécurité ou de défense pourront appréhender beaucoup. Et
je crois que les terroristes même seront obligés soit de se retirer ou bien de changer de stratégie. Aujourd'hui, je crois que un effort est fait. Il faut avoir le courage de le dire. Un effort est fait en matière de lutte contre le terrorisme au Bénin, parce que je sais que beaucoup de formations ont été délivrées au profit de nos militaires qui sont au front et surtout dans la zone septentrionale. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis dans ce sens, dans le sens de former pour pouvoir contrer l'avancée de ces terroristes des hommes sans foi ni loi. Et ça, franchement, je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à Madame la préfète de l'Atakora, Julien Kitty. Avec vous, quelles sont les localités précises concernées par ce couvre-feu? Non, il faut déjà dire que lorsque vous dites chapeau à Madame la préfète, pour moi, c'est sans étonnement, parce que quand on dit préfet, ça veut dire représentant direct du chef de l'État dans cet espace territorial, représentant de tous les départements ministériels, d'accord. Et quand on parle de préfet, on parle, pour dire vrai, renseignement d'abord. On parle de sécurité. On parle de sécurité intérieure. Ouais, sécurité intérieure, donc, et la maîtrise de la sécurité intérieure, c'est d'abord, ça part des renseignements, parce que comme ça se dit de façon basique, celui qui a l'information a le pouvoir. Et celui qui a l'information peut anticiper. Et il n'y a pas un milieu où l'anticipation, le principe de l'anticipation est plus important que le secteur de la sécurité. Et ne pas se faire surprendre par l'ennemi, parce qu'un soldat, il a pour vocation d'identifier l'ennemi, d'avance, neutraliser, et de le neutraliser, de le mettre hors d'état de nuire et de l'empêcher de créer des dégâts. Et donc, vous avez fait entre-temps service militaire? Non, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai pas eu la chance, le bonheur de faire le service militaire, mais j'ai eu le privilège d'avoir fait deux choses, c'est-à-dire d'abord des formations sur mon chemin de journaliste, des formations sur le journalisme en terrain difficile, en terrain de guerre, même si bon, j'ai pas eu la chance de couvrir des guerres. J'ai couvert Vous avez là la chance maintenant, hein? J'ai couvert quelques... Faut aller à Karimama, camper pendant quelques semaines, et puis on va voir. Non, je peux pas vous mentir, ça va vous surprendre et je suis très sérieux en le disant. Si je suis en position de reporter aujourd'hui dans un média, peut-être on va trouver ça grave. Mes parents qui vont m'entendre dire ça vont trouver ça grave. Ma seule passion sera qu'on me mette dans le groupe des forces de défense et de sécurité avec eux, en train de déminer les terrains. Vous savez, dans une formation dont j'ai bénéficié avec des équipes de la BBC une fois, on est allé jusqu'à nous apprendre comment vous pouvez, quand vous voulez couvrir des situations difficiles comme ça, on vous apprend vous-même à identifier les armes utilisées, même quand il y a eu des opérations, vous venez après. Après, donc, quand vous êtes avec des forces de l'ordre, vous les voyez dans leur comportement. Vous n'êtes pas force de l'ordre, mais quand vous les voyez dans votre comportement, le simple fait qu'on vous apprenne à interpréter leur comportement, à savoir ce que ça signifie. Imaginez que vous soyez avec des forces de l'ordre sur un terrain difficile. Parfois, ils n'ont pas besoin de crier. Parfois, ils n'ont pas besoin de faire du bruit pour ne pas attirer l'attention de l'ennemi. Mais tous les faits et gestes qu'ils font, eux, ils se comprennent. Mais vous, journalistes, on vous apprend ça. Vous avez quelque chose de plus que celui qui reste en studio pour présenter le journal. Il ne démérite pas. Mais, ou bien un reporter qui va couvrir un sommet ou un séminaire. Un événement ordinaire. Voilà. Ensuite, lorsque vous vous retrouvez force de l'ordre face à des manifestants, force de l'ordre il y a des échauffourées. Comment vous vous comportez, c'est autant de choses que moi j'ai eu la chance d'apprendre et ça m'édifie beaucoup. Et après, personnellement, j'adore les amitiés avec des personnes qui ont le courage d'exercer les métiers de l'arme. Les amitiés avec eux, ils savent que je suis très taquin.
quand je les vois, un général, un colonel, je ne lui pose que des questions sur comment ça se fait, quel est le mental. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, je continue de le faire. Et des amis militaires à qui je dis, mais comment vous arrivez? Il y a eu, je fais un témoignage par rapport à... Rapidement. Oui, très rapidement, par rapport à des militaires béninois que j'ai rencontrés à Bomé-Calavi la dernière fois. Et par chance, il y en a plusieurs parmi eux qui ont fait le front, qui sont allés à Port-Gare, qui ont vécu tout ça. Quand je vois des soldats béninois en train de me dire, mes chers amis, j'ai vu des collègues à moi, excusez-moi l'expression, déchiquetés que j'ai pris comme ça. J'ai vu des collègues mourir devant moi. Mais à aucun moment, je n'ai eu le sentiment de fuir. Je ne voulais qu'une seule chose, qu'il y ait des gens comme vous, Monsieur Kiti, des citoyens béninois, qui puissent dire, nous vous soutenons. Parce que, et il me répétait, je le répète là, il dit, Monsieur Kiti, si quelque chose doit vous arriver là tout de suite, de dangereux, même si ça tire dans tous les sens, je suis formé pour que le sang qui circule dans votre corps, qui est le même sang que moi, le mien devienne moins important pour moi que le vôtre. Parce que je suis formé pour vous sauver. Après, combien on me paye? Après, quels sont les moyens que j'ai? Je suis formé aussi pour que ce soit d'autres personnes qui en parlent. Parce que chez moi, il y a des autres qui sont appelés à être exécutés. Et je n'ai de réclamation à faire que quand j'ai fini d'exécuter, de respecter ces ordres. Donc, fin de citation. Voilà, nous avons des forces de l'ordre, des forces de défense et de sécurité qui sont vaillants. J'ai eu même des proches qui ont travaillé, qui ont opéré officier à Moncé, une localité qu'on appelle Bogo Bogo, où il y a eu des commissariats brûlés, et il y a eu des pertes en vie humaine. Mais nous avons nos forces de défense et de sécurité qui sont en train de reculer les frontières des terroristes. Des malfrats. Non, j'ai pas envie d'utiliser l'expression que en aparté, en privé, vous utilisez pour les désigner, mais c'est l'armée béninoise est en train d'opérer de façon stratégique. Et j'ai l'impression que l'armée béninoise, sous les ordres du respectable et respecté général Fructueux Baguidi, qui est aujourd'hui chef d'état-major général des armées, un soldat plein, qui a bien choisi son métier, et donc, qui fait les forces de défense et de sécurité font notre fierté, policiers comme militaires. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que les terroristes seraient déjà en train de semer de la zizanie un peu partout dans le Bénin s'ils n'avaient pas fait chose. Maintenant, les méthodes qu'ils utilisent, que j'entends parler de couvre-feu, quand j'ai cherché à comprendre cette information de Banouto, les localités sont identifiées. Ça veut dire qu'il y a des renseignements qui fonctionnent bien. Et ensuite, on a dit, pas de circulation de motocyclistes de 21h à 6h du matin. Dans ces zones comme mon grand frère et confrère Assoba l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus à moto que ces gens-là opèrent. Le simple fait qu'il y ait couvre-feu met ces personnes en difficulté. Et on ne sait pas si nos forces de l'ordre, nos forces de défense et de sécurité en ce moment ont identifié des cachots de ces personnes pour aller les surprendre. Parce que eux, ils ne pourront pas circuler. Peut-être qu'il y a des groupes, je dis n'importe quoi, je suis pas spécialiste, il y en a peut-être qui ont fait des avancées, qui sont allés se cacher au sein de la population et des zones qui sont identifiées. Comment ils doivent fuir? Ça va être nuitamment et à moto. Donc, c'est une hypothèse. Je dis nos forces de l'ordre ont compris et ont été de plus en plus certainement formées pour ça. Et ça tombe dans un contexte où notre pays, et c'est l'autre source de fierté, est en train de doter ses forces de défense et de sécurité de beaucoup de moyens. Récemment, vous avez entendu qu'il y a des hélicoptères de militaires qui sont mis à la disposition de l'armée. Notre président de la République se trouve au Burkina, d'accord, actuellement en mission pour discuter certainement avec le chef de la transition là-bas. Le Burkina, qui a des frontières avec le Bénin, où le terrorisme sévit également. Et le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a tout le temps dit, dès qu'il est arrivé, tant qu'on ne va pas mutualiser les moyens et les stratégies, on ne pourra pas s'en sortir. Il lui est arrivé même de tacler les voisins du Bénin, ouvertement et vertement, pour dire, mais écoutez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que si, au niveau des frontières Bénin, le Bénin fait des efforts, si du côté burkinabé, ce n'est pas les mêmes efforts
ou coordonnée, il y aura problème. Du côté du Niger, quel autre pays a de frontières avec nous? Le Togo, parce qu'il y a des exactions. Le Nigeria, tout récemment, beaucoup de citoyens togolais, paix à leurs âmes, je m'incline sur leur mémoire, qui étaient égorgés. Je me permets d'utiliser, pas de façon lâche, pas ces personnes-là. C'est atroce. Atroce. Je ne sais pas si ceux qui font ce genre de choses, il faut les appeler des personnes. Donc, pour moi, un satisfecit à l'armée béninoise, aux autorités béninoises, et qu'on leur dise, nous n'avons rien à leur donner, c'est de dire, on vous soutient. Le dernier des militaires béninois n'a qu'à savoir que moi, Julien Kiti, je dis, mais bravo, je te soutiens. Le dernier des policiers, pas que vous. Le dernier des citoyens qui contribuent, les agents de renseignement, tout le monde. Bon, alors, Diaspora FM, Ludovic Dagba, Asogba, Diaspora FM, et Dem Télévision, TV, parce que toute la presse. Les médias aussi ont une responsabilité sociale. Et ça, nous devons, nous tous, nous dire, et je voudrais plaider en direction. Et là, vous en aurez fini. Oui, en direction de tous les médias béninois, que pourquoi pas, à partir de maintenant, que chaque média s'impose, presse écrite comme audiovisuel, médias en ligne, de créer une rubrique sécurité où on fait des messages, d'accord? On se rapproche. Aujourd'hui, la police est ouverte, le directeur général de la police, le général Ismaïla Yaya. Vous savez, moi, j'ai demandé à le rencontrer comme ça, aller jusqu'à son cabinet. Je l'ai rencontré. Il a échangé avec moi. La police ne fait rien de caché, sauf des informations qui sont frappées du sceau de discrétion. L'armée, aujourd'hui, nous avons de hauts gradés avec qui vous pouvez parler, qui peut vous donner les informations qu'on peut diffuser. Nous tous mobilisons-nous pour les soutenir et que les médias, chaque média offre, sans que ce ne soit pour attendre de l'argent, des espaces pour valoriser le travail que les forces de défense et de sécurité font dans notre pays. Je crois que les auditeurs ont fait le constat, hein. Vous êtes intarissables sur le sujet. Sur le sujet vous tient vraiment à cœur. Et c'est tout à fait normal, hein. C'est la sécurité de nous tous. Puisque nous devons. Si jamais il y a terrorisme dans cette rue maintenant, pas bien. On ne pourra pas faire l'émission qu'on est en train de faire dans c'est cela. Donc, vous avez raison. C'est ce que j'allais dire. Alors, nous allons revenir à nos mots et temps, puisque nous avons un thème quand même important. La législature, la 9e qui a été installée, avec, et bien vu, sur ce discours inattendu, on va dire, ce message du groupe parlementaire, les démocrates, alors que personne ne s'y attendait, les démocrates ont cueilli, on va dire, les Béninois à froid. Oui, personne ne s'y attendait, je crois que, mais cela se situe dans une logique donnée. Et les 28 sont entrés au Parlement en tant qu'opposants. Ils l'ont signalé. Le parti, les démocrates, a été enregistré au ministère de l'Intérieur en tant que parti d'opposition. Donc, c'est normal que les députés y entrent avec leur titre de député opposant. Et pourquoi ça, il a été, il pouvait pas attendre un peu. Tout le monde était là, on n'avait même pas encore lancé l'élection du bureau, et puis les démocrates réclament la parole, le président du bureau d'âge le leur accorde, et puis c'est fini. Oui, c'était quand même... Attention. C'était surprenant. Non, ça ne devrait pas surprendre. Ça a surpris, mais cela ne devrait pas surprendre. D'abord, on a parlé du processus devant conduire... Ils avaient si soif de parler. Non. Suivez-moi. On devrait parler, on a déjà dit, le président du bureau d'âge a dit, le processus va être lancé. Le processus devant conduire à l'élection du bureau du Parlement va être lancé. Mais pour que les démocrates ne se retrouvent pas sur les carreaux, ils doivent dire... Ils sont venus comment? Parce que là, s'ils ne se déclarent pas, ils ne constituent pas leur groupe parlementaire, ils ne disent pas clairement qu'ils sont de l'opposition, donc de la minorité parlementaire, on peut faire le bureau du Parlement sans tenir compte d'eux. Ah bon? Puisqu'ils ne l'ont pas dit.
puisqu'il ne l'aurait pas déjà dit maintenant. Pourquoi le dire alors que tout le monde le sait? Vous venez de le dire. Non, on doit le dire. Les démocrates ont été enregistrés au ministère de l'Intérieur comme étant un parti d'opposition. L'opposition étant à l'Assemblée nationale, l'opposition étant allée au Parlement, on le sait très bien, le bureau de l'Assemblée nationale, et c'est consacré par le règlement intérieur, doit tenir compte de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce qui urgeait autant? Il va falloir qu'il le déclare au plus tôt. Vous savez, le peuple quelqu'un d'autre risquait de leur voler la vedette, c'est ça? Le peuple béninois les attend sur ce chemin. Parce que aller là-bas et commencer par, puisque comme on l'a dit, le président du groupe parlementaire, l'honorable Nourenou Attiadé, il a été clair, nous avons fait campagne sur des thèmes donnés. On ne peut pas venir au Parlement et maintenant croiser les bras et commencer par regarder. Il va falloir donner le ton. Et cela a manqué pendant 4 ans. Pourquoi vous voulez qu'il aille et qu'il commence par traîner les pas? Non. Le débat a manqué, et vous le savez, nous sommes journalistes, le débat a manqué pendant 4 ans au Parlement, ce qui n'est pas habituel. Donc, ils sont venus, et c'est des parlementaires, ils doivent parler. Pourquoi vous voulez qu'un parlementaire ne parle pas? Le parlementaire est là pour parler. Mais c'est trop tôt. Et dire, non, ce n'est pas trop tôt. On n'a même pas encore lancé l'élection du bureau. Ça a commencé. Ils sont installés, ils sont devenus parlementaires, et leur rôle, c'est de parler. Ils ont parlé. Et ils ont commencé. Donc, ça a commencé et je crois que ça donne le ton pour les 3 années à venir. Ce n'est pas, je crois, moi, de mon côté, je suis convaincu que ils ne vont pas pour parler. Et ils ont été clairs. Ils ont dit des choses intéressantes quand ils disent qu'ils vont s'entendre avec le chef de l'État sur des prisonniers politiques. Comment ça va se passer? Instaurer un cadre de dialogue et de réconciliation, c'est tout à fait normal. Il faut par contre se voile la face. Les 4 dernières années, au Parlement, sans l'opposition, ça n'a pas fait du bien à notre pays. Le Bénin ne mérite pas ça. Et c'est pourquoi moi, j'ai titré, si vous regardez la une du journal Nouvelle Mutation aujourd'hui, j'ai dit, mais le grand bénéficiaire de l'entrée au Parlement de l'opposition, c'est bien le président Patrice Talon. C'est lui qui en bénéficie. Parce que comment il en bénéficie? Oui, puisque il n'a pas intérêt à avoir, il n'a pas intérêt à avoir des opposants, le matraquer, tout le temps l'attaquer, pour dire que ce qu'il fait est mauvais, il reste, ainsi de suite. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Et il a donné des coups, il doit en recevoir. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Notre Assemblée nationale n'est pas un ring, hein? Non. En politique, ce n'est pas des coups de poing. Ah, d'accord. Oui. On en a vu au Sénégal. Non. Ça, c'est de la bassesse. Excusez-moi. Oui, c'est de la bassesse. On n'a pas besoin de ça. D'accord. Mais, les coups qu'on se donne en politique, ce n'est pas des coups de poing. Puisque on a vu en 2015, c'est des coups qui font mal. En 2015, le chef de l'État actuel avait dit qu'il a participé à ce que le candidat de Boni Yayi ne passe pas. Voilà des coups. Et effectivement, il n'est pas passé. Et cette opposition est restée à Boni Yayi jusqu'à la fin de son mandat. Pourquoi Patrice Talon ne devrait pas avoir d'opposants au Parlement pour qu'on dise non, ce n'est pas que pour critiquer, parce que les opposants diront attention, là où vous allez, ce n'est pas bon. Pendant que les mouvanciers des députés inféodés au pouvoir ne pourront pas le dire haut et fort, les opposants vont le dire. Et à l'exécutif, c'est dit attention, révisons notre position. C'est pour le bonheur de tout le monde. On doit critiquer, on doit attirer l'attention. Et quand c'est bon aussi, je crois que, en tout cas, moi de mon côté, je ne pense pas que les députés de l'opposition vont là-bas pour dire tout est mauvais. Mais tout ce qui n'est pas bon... La majorité est mauvaise. Mais celui qui aspire au pouvoir, vous voulez qu'il applaudisse
son challenger, je ne crois pas. Mais quand l'autre fait bien. Non, quand c'est bon. Il ne fait que bien. Non. Vous savez bien qu'il ne fait pas que bien. Vous savez bien. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis, non, les routes, ce n'est pas aujourd'hui que les routes ont commencé au Bénin. Ah bon? Ah, bien sûr. On en fait tous les jours. C'est vrai aujourd'hui. Mais la capitale économique du Bénin n'a jamais été comme elle est aujourd'hui. Elle n'a jamais eu cette image. Vous vous souvenez de Cotonou? Mais vous savez, on a quitté quelque part. Oui. On a quitté le point A au point B. Le président Patrice Talon doit quitter. Il a l'obligation de quitter le point B pour le point C. Et c'est ça qu'il est en train de faire. C'est ça que les démocrates vont faire. Pour ça. Et on l'a élu pour faire ça. Il a promis ça. Il doit le faire. Et demain, un autre va venir. Il va commencer du point C. Et c'est ça, le développement. Dans les pays occidentaux qui sont nos exemples, c'est comme ça se fait. Le canevas est là. Tu viens, tu fais toi. Et ton mandat fini. Tu t'éclipses. Un autre vient et il commence là où tu as laissé. Donc, ce n'est pas de l'extraordinaire. Du tout pas. Les voies que Kérékou avait fait en son temps, Yaya Boni n'a pas commencé là. Il n'a pas repris. Sauf celles qui sont gâtées. Il a continué. Et lui aussi, Yaya Boni a fait jusqu'à un niveau donné. Patrice Talon est venu. Il a entamé. Et voilà. Si demain, mon confrère Julien Titi vient, il ne va pas faire là aujourd'hui. Oui, il est dans le starting block. Bien sûr, pourquoi pas. Ah oui? Oui, ce serait un honneur pour nous d'avoir un journaliste à la tête de ce pays demain. Pourquoi pas Peggy Ludovic Dagba? Pourquoi pas Fortuné Assogba? Oui. Nous rêvons là. Nous rêvons là. Quand mon confrère Léandre dit, je crois que c'est de bonnes guerres, c'est utile de les soutenir dans ce sens. On va confirmer tout ça. Vous voulez vraiment? Écoutez, je remplis toutes les conditions requises, les conditions civiques et politiques pour être, pourquoi pas, que un jour, je porte le même titre que le président Patrice Talon. Ah oui? Que on me dise que un jour, imaginez que d'ici quelques années qu'on dise que nous sommes collègues présidents. Wow. Ben écoutez, je serai heureux. Et je vais, même si je ne peux plus jamais le rattraper dans l'ancienneté. Ah oui. Mais président, c'est président. Donc, vous auriez partagé le titre avec lui. Mais écoutez, le président Patrice Talon a été Monsieur Patrice Talon, simplement opérateur économique. Il était l'ami du président Yaya Boni. Ils ont été amis ensemble d'abord, pendant que l'autre banquier financier était à la BOAD ou avant, même pourquoi pas. Et après, l'autre est devenu président de la République. Ils ont continué à devenir des amis. L'autre a eu un titre. Aujourd'hui, les deux se rencontrent. Quand le président Yaya Boni et le président Talon se rencontrent, on dit, Monsieur le Président, c'est les deux. Et la condition pour que le président Patrice Talon, que Monsieur Patrice Talon devienne président, c'était simplement d'être béninois, d'avoir 40 ans et plus. De jouir de ses droits civiques et politiques et d'être rassasié de solutions à proposer aux Béninois et de pouvoir travailler avec une machine en place à arracher aux Béninois la décision, l'envie, la volonté manifeste de le porter, de le mettre en mission. Voilà, donc Mais il y a une dernière condition. Quelle est la condition? Vous n'avez pas les milliards entassés. Ben, vous ne voulez pas me dire que pour être président de la République, il faut être détenteur dans sa poche, dans ses comptes bancaires, dans ses coffres-forts, de milliards. Non. Pourquoi? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Je ne dis pas que... Il y en a beaucoup qui rêvent comme vous, mais qui se sont heurtés à la porte des milliards. Parce qu'ils ne se sont pas bien préparés. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est pas parce que le président Patrice Talon, on l'a connu, opérateur économique milliardaire, qu'on pense qu'il faut pas, je suis sûr, je le dis, quitte à être démenti par lui-même ou par quelqu'un de plus proche de lui, c'est sûr que tout l'argent qu'il a utilisé pour faire campagne, encore qu'il n'a pas prôné la présence à outrance de l'argent dans la campagne, d'accord, il lutte contre ça, mais tout l'argent qu'il a utilisé,
tout l'argent qui a été utilisé pour faire campagne pour lui, pour qu'il gagne, tout n'est pas sorti de sa poche. Du tout pas. Je suis sûr que il y a beaucoup plus. Pour gagner une élection, j'estime que si vous n'êtes pas un homme de réseau, pour que le président Yahya Boni soit élu, le président Patrice Talon a dit certaines choses que le président Yahya Boni n'a jamais démenti. Et Talon a dit, j'étais ami à Yahya Boni. Oui, il a dit. J'ai dû l'introduire aux endroits un milieu où je peux l'introduire. J'ai mis mes moyens. Ça veut dire quoi? Un acteur politique n'a pas vocation à aller embrasser les milliards lui-même. Il a besoin d'avoir des lobbies financiers. Il a besoin d'avoir des amis qui, eux, là, sont chargés de mobiliser les ressources. Et nous devons en arriver même à ce que des partisans, des sympathisants, des personnes, simples citoyens, qui cotisent de l'argent pour dire, nous voulons ce que nous avons eu. Ça se passe aux États-Unis. Mais Barack Obama, on a fait l'expérience avec la démocrate. On a vu les démocrates qui ont lancé Téléthon récemment, au Bénin ici. Et ça a pris. Ouais. Bon, malheureusement, on n'a pas pu avoir les millions qu'il faut. Non, c'est pas grave. Ce n'est qu'une expérience, d'accord. C'est déjà bon de partir de là et de montrer à chaque militant que c'est possible et que c'est comme ça se fait. Et en ce moment, vous aurez même beaucoup plus de comptes à demander à vos élus. Voilà. Mais si c'est lui, l'élu, qui sort tout de sa poche, mais il va se permettre de faire ce qu'il veut. Il est dans sa tour. Voilà. Alors, Julien Kiti, comment appréciez-vous le temps et l'opportunité du message des démocrates? Non, d'abord que les démocrates aient constitué leur groupe parlementaire aussitôt, fait une déclaration. Ça fait partie des règles d'usage pour constituer officiellement le groupe parlementaire. Il faut le faire, il faut faire la déclaration de constitution du groupe. C'est l'acte qui consacre la naissance du groupe parlementaire. Ensuite, nous savons que le Parti démocrate a été régulièrement enregistré comme parti d'opposition. Les démocrates, a battu campagne sur des thèmes d'opposants, en tout cas au régime en place, à la gouvernance en cours. Après, on fera le débat de est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison. Moi, il y a beaucoup de choses qu'ils dénoncent et que je trouve que dans la forme comme dans le fond, il y a l'envie de dire nécessairement ça va mal. Et Fortuné Assoba vous a dit tout à l'heure, on ne rêve pas de remplacer quelqu'un en le caressant dans le sens du poil. Mais est-ce qu'on ne peut pas passer à une autre dimension? Mais néanmoins, tout ce qu'ils disent n'est pas tiré par les cheveux. D'accord? On peut ne pas être d'accord sur la manière de le dire. Mais il y a des sujets qu'ils évoquent qui sont des sujets pertinents. Sinon, le chef de l'État lui-même n'aurait pas échangé avec eux. Le chef de l'État, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, n'aurait pas œuvré pour que le droit des opposants soit respecté. Regardez comment ça a fonctionné jusqu'à ce que les démocrates aillent aux élections. D'accord? C'est pour dire que le chef de l'État, en tant que premier magistrat, même dans un système de séparation des pouvoirs, a dû être attentif, tout au moins, à tout ce qui se disait. Parce que s'il reste loin de ça, il n'écoute pas ce qui se passe, il ne veille pas à ce que les règles soient respectées et tout, quand ça va péter dans le pays, quand par exemple il y aura violence, quand il n'y aura pas élection, on dira c'est lui qui est au pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'après les élections, il s'est réjoui il s'est empressé même de dire ouvertement qu'il est heureux que nous avons tourné dos à la violence. Nous avons tourné dos à ces pages noires de notre histoire politique récente. J'utilise ces mots. Ça veut dire que ce qui s'est passé en 2019, le président Patrice Talon n'en est pas fier. Ça veut dire que ce qui s'est passé où il n'y avait pas de cette pluralité-là de formations politiques, d'obédience différentes aux élections ou au Parlement, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais il faut respecter les lois telles qu'elles sont éditées, sont en vigueur. Alors, le discours prononcé par donc le député, le désormais député président du groupe parlementaire et démocrate à Tchadé, Nourenou, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas surpris que le ton soit un ton d'opposant.
Mais je pense qu'il y a eu seulement une erreur que j'ai notée dedans. Laquelle? Tout le monde s'attendait à un discours d'opposants, d'accord. Pour avoir été absent à l'Assemblée nationale pendant 4 ans, que l'opposition revienne, il est d'ordre stratégiquement politique de donner le ton très tôt de ce que les choses ne seront plus comme avant. C'est bien. Mais il lui fallut faire attention sur les sujets soit dans un tel discours. Pour moi qui ai eu la faiblesse ou l'opportunité de construire, de faire dans la construction du discours politique depuis un bon moment, je pense que dans un tel discours, soit vous ne rentrez pas, quand vous voulez parler de la gouvernance dans les sujets, vous n'allez pas sur des sujets précis où on peut vous prendre au mot, vous restez dans la globalité et vous dites vos ambitions de rétablissement du débat pluraliste à l'Assemblée et vous dites que vous êtes là pour corriger ce que vous considérez comme étant des tares de la gouvernance. Vous restez dans la généralité. Mais si vous prenez le risque de rentrer dans les détails, en prenant des sujets précis, je ne pense pas qu'avec le régime actuel, avec le président Patrice Talon, on puisse, dans un discours de déclaration de constitution de groupe parlementaire, parler de, je sais pas, des termes du genre, KBJ, montrer qu'il y a mal-gouvernance, montrer qu'il y a famine, montrer qu'il n'y a aucune mesure sociale qui a été prise. Ils sont opposants. Non, attendez, je suis très formel là-dessus. Être opposant signifie être regardant dans ce que fait celui qui est au pouvoir. Et puisqu'il n'y a que des gens qui n'agissent pas, qui ne se trompent pas, prendre les éléments sur lesquels ceux qui sont au pouvoir se sont trompés et au regard de la loi et des aspirations du peuple, démontrer que ils ont failli et se positionner comme celui qui est rassasié de solutions pour faire mieux à leur place. Mais attendez, ils n'ont fait qu'identifier, ils n'ont fait qu'identifier les actes auxquels ils reprochent des choses, des lois auxquelles ils reprochent des choses. Vous voulez que je vous ils disent. Vous commettez une erreur. Je parle de social. Oui. Interrogez-moi sur en quoi j'estime que sur le social, ils ont utilisé un terme qui est exagéré. Là, on va s'entendre. Vous parlez de loi. Je vous dis, allons-y. Les autres, ils sont, je crois que, à ce niveau d'intervention, je ne crois pas qu'ils puissent faire autant de légèreté comme vous le dites. Parce que c'est des gens... ils sont des êtres humains. Non, ils ne sont pas des génies. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas faire d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Moi, j'ai dit, ils ne vont pas, je pense que ils ne vont pas faire autant de légèreté comme vous le dites si facilement. Non. Je n'ai pas dit qu'ils ont fait beaucoup de... Donc, vous vous trompez aussi. C'est moi qui parle de légèreté. Je n'ai pas dit qu'ils ont fait autant de légèreté. C'est comme s'ils en ont fait beaucoup. Attends. J'ai d'abord célébré les bons aspects de ce discours. Non, Léandre, on ne dit pas la même chose. En français facile, lorsque vous dites qu'ils ne vont pas faire autant de légèreté, ça signifie que j'ai dit qu'ils ont fait beaucoup de légèreté. Non. Encore que tu n'as pas parlé de légèreté, tu as parlé de faute. Oui. Et moi, c'est cette faute. Après avoir célébré ce qu'il y a de bien dans le discours. Je dis bien, cette faute, ce que vous appelez faute, moi j'appelle ça légèreté. Mais malheureusement, venez dire de façon publique ce qui n'existe pas. Ce serait pour eux-mêmes des erreurs monumentales. Je peux vous dire qu'ils ont dit quelque chose. Non, parce que c'est des gens qui viennent de sortir de la campagne. C'est des gens qui ont été au contact des populations depuis un moment. Donc, venir dire ce qui n'existe pas, je crois que pour eux-mêmes, ça ne fera pas du bien. D'accord. Du tout pas. Julien Kéti, en quoi vous pensez que quand ils disent, par exemple, que sur le plan social, tout ce qui est fait n'est pas si social que ça? En quoi c'est exagéré? Déjà, ils n'ont pas dit tel que vous avez dit avec autant d'habillage, autant de diplomatie. Déjà. Ils ont dit que sur le plan social, rien n'est fait. Et il n'y a pas si longtemps, est-ce que appelez les enseignants, appelez
Que le gouvernement ait fait ça à quelques encablures des élections législatives ou pas, je m'en fiche si vous faites le débat de ces faits à dessein. L'essentiel, ça devient des acquis pour les travailleurs. La revalorisation des salaires des travailleurs, là, ça n'a pas été fait. Quand vous dites que rien n'a été fait... Mais ils l'ont pas encore démontré. Non, on parle de discours. Oui. Quand on parle de discours politique, parce que moi, je ne me vante pas, il y a des spécialistes plus chevronnés que moi. Je travaille sur cette matière, le discours politique. Et je suis de ceux qui répètent dans le débat politique depuis quelque temps que le discours politique est en train d'être assassiné, il faut le sauver. Parce que la politique dans notre pays, et c'est ce qui est malheureusement enseigné à la nouvelle génération aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent que la politique se limite à des tractations, des jeux de couloir, le système vous est là et puis c'est bon, savoir donner des coups, dribbler et tout. Non, la politique c'est d'abord le discours politique. Et le discours politique c'est le canal par lequel on exprime l'idéologie, le canal par lequel on exprime ses aspirations pour satisfaire le peuple. Et donc, dans la construction de tes discours, lorsque, vous savez, un discours pour le discours politique pour le construire, il n'y a pas que celui qui le prononce, qui a l'envie de dire. Il y a ceux qui l'écoutent aussi. Et il y a ceux qui le construisent. Dans un discours politique, disons-nous la vérité, si vous voulez que nous fassions... on va pas perdre le temps sur cet aspect des choses. Mais allez franchement... Sur le social, qu'est-ce que vous reprochez? Relisez le discours, la déclaration lue par l'honorable Atchadé. Oui. Sur le social, ils n'ont pas nuancé. Ils n'ont pas dit ce qui est fait là est peu. Ils n'ont pas dit que ce qui est fait là n'est pas la grande priorité. Ils n'ont pas dit que le gouvernement aurait pu commencer par-ci, par-là. Ils ont dit rien n'est fait. Quand vous dites ça, alors que il reste beaucoup d'autres choses à faire, quand vous dites ça, celui qui est en face de vous peut dire au peuple à qui vous parlez, regardez, vous savez au moins vous que j'ai fait ça. Et l'aide soignante qui est dans un centre de santé, c'est que son salaire est passé à près de 40% d'augmentation. La sage-femme, l'agent de police, l'enseignant, il sait qu'il n'est plus au même niveau. Mais 40% nominalement ou finalement sur le salaire, c'est combien? 40% de combien? Je trouve que votre question est tout aussi vicieuse que l'erreur commise volontairement ou involontairement. Parce que le débat... Non, moi, je ne suis pas politique. Le débat que je veux savoir. Le débat que nous faisons ne porte pas sur la portée, l'importance... Mais c'est peut-être ce qui les amène à dire que rien n'est fait. Quand c'est comme ça, dans un discours politique, on dit par rapport à leur place, j'aurais dit, je ne leur enseigne rien, c'est des gens que je respecte. Les démocrates, c'est dirigé par Yahi Boni, c'est dirigé par Eric Ndete, c'est des gens que je respecte. Nouré Nouachade n'est pas n'importe qui, sur le plan intellectuel et sur le plan politique. Mais je dis, ce n'est pas pour ça que moi, Jules Kiti, je suis n'importe qui, pour ne pas pouvoir leur dire sur la construction du discours. Lorsqu'on dit, à leur place, j'aurais dit, par exemple, par rapport peut-être à ce que je dis au superlatif, j'appelle misère du peuple, par rapport aux besoins, aux charges de l'enseignant, que l'augmentation qui a été faite insuffisante. Mais j'aurais critiqué le même gouvernement. Mais je crois que Vincent Fortuné a sur la question. Merci bien, Peggy. Et je crois que Julien a peut-être raison. Bon, avec l'autre casquette de politique, il a peut-être raison. Mais en réalité, je l'ai dit, un opposant, pourquoi veux-tu qu'il vienne dire que tu as fait ce qui est bon? Non. Dans ce pays, oui. Ce qui est dit, vous me comprenez mal. Oui, dans ce pays. Ce que tu as dit, c'est suffisant. Dans ce pays. C'est une goutte d'eau dans la mer. Vous l'avez suffisamment dans ce pays. C'est déjà être opposant. Dans ce pays, nous avons vu les gens marcher à longueur de journée contre Yahi Boni. C'est au Bénin ici. C'est encore frais dans les mémoires. Au même moment, ceux qui ont marché sont venus. Ils ont pris le pouvoir et disent plus de marche au Bénin. On ne raconte pas encore de n'importe quoi. Maintenant, revenons au social. Je crois qu'ils ont donné beaucoup d'exemples dans leurs discours. Ils ont pris, par exemple, les producteurs. C'est eux, les producteurs au Bénin,
les agriculteurs. Moi, je me suis fils de paysan, je suis fermier. Mes parents sont au village. C'est eux qui produisent le soja, c'est eux qui produisent du coton, c'est eux qui produisent les noix d'anacarde, appelées kajou. Mais comment est-ce que ces produits-là sont livrés? Le karité, qui est un produit de la nature qu'on va récolter. Personne ne sème l'arbre qui produit, ne plante l'arbre qui produit le beurre de karité. Du tout pas. Mais tous ces produits sont taxés. Un produit qu'on va chercher dans la nature. Je crois que voilà autant de choses qu'on met dans le social. Je ne crois pas que ça soit uniquement les salaires des fonctionnaires. Vous avez donné du tout pas. Vous en avez donné. Non, mais c'est quand même fait, le salaire non, moi, des fonctionnaires. Si ça, non, ça je crois que chaque fonctionnaire apprécie. Parce que moi, j'ai eu le temps d'écouter les enseignants. J'ai eu le temps d'écouter les fonctionnaires. Chacun va de son appréciation. Raison pour laquelle, moi, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain pour prendre une position qui m'est très peu confortable. Mais pourquoi il s'aventure alors sur le terrain? Donc sur le terrain qui est confortable. Non, je dis bien, quand on prend, on dit le soja au Togo, ça se vend à 500. C'est des exemples palpables. C'est des faits qu'on peut vérifier. Sur ça, je peux opiner. Demander pourquoi mon gouvernement ne peut pas laisser le marché au même titre que c'est laissé dans la sous-région. C'est tout à fait normal. Ici, c'est plus cher qu'au Togo? Non, c'est très moins cher au Togo. Au Togo, ça se livre à 500, pendant qu'au Bénin, le paysan est content de livrer ça à 200 et quelques. Ah d'accord. Voilà. C'est sous-payé. D'accord. Donc, voilà, par exemple, les thèmes sur lesquels les opposants, en fait, ils l'ont dit dans leur discours. Puisque si on prend encore le discours, c'est bien dit dedans que le soja se vend à 500 au Togo, à côté, à quelques kilomètres, alors qu'au Bénin, le paysan béninois le vend à 290, il me semble. Ce qui fait déjà un manque à gagner pour un paysan qui a souffert des mois durant. Et ça, c'est social. Voilà, c'est du social. Alors que si le paysan peut compter son argent, vendre le fruit de son labeur et se réjouir, pourquoi pas. Mais en temps, il me semble qu'il y avait un cordon qui empêchait même les populations de sortir le soja du Bénin et aller vendre au Togo ou au Nigeria où ça se vend plus cher qu'au Bénin. Le débat est profond, mais nous n'allons pas éluder quand même l'autre qui a été vulgarisé, on va dire, par le député d'Akpé-Sossou, qui montre que les démocrates sont aussi d'accord pour la révision de la Constitution. Tout vient, on va dire, se chever sous la soupe. Non, je crois que il va falloir que les gens arrêtent de faire de la diversion. Parce qu'à un moment donné, vous prenez le discours, vous lisez, à aucun moment, ils n'ont parlé de la révision de la Constitution. Certes, ils ont été clairs qu'il y a des lois chrysogènes. Mais d'après ce qu'on a dit, que ces lois-là ne peuvent pas être touchées, modifiées, sans modifier la Constitution. Pourquoi pas? On peut modifier. D'après Sossou, vous savez, c'est un ami à moi, c'est un député que j'ai vu venir. Donc, c'est un ami à moi. Il a déjà dit aux Béninois que Patrice Talon va faire 17 ans au pouvoir et qu'il revienne aujourd'hui dire que les démocrates demandent la révision de la Constitution, c'est qu'il est dans son schéma. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas raison? Il n'a pas raison. Quand les démocrates demandent qu'on revienne sur certaines lois, bien sûr, qui nécessitent qu'on retouche à la Constitution. Non, pourquoi c'est de ça que les autres ils parlent forcément? On dit la loi sur l'embauche, on dit le code pénal, on dit des lois. La loi sur la grève. Sur la grève. Ça a besoin de réviser la Constitution? Non. Il faut que les gens comprennent que
nous sommes en politique, il faut pas faire à tout moment de la diversion. C'est de la diversion, ça. Mais parce ils ont demandé, par exemple, que le gouvernement aille jusqu'à 40% de députés et de femmes dans le gouvernement. Mais on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour nommer. La Constitution a parlé de 24%. Non. On peut aller dans la Constitution. Gouvernement. Oui. On n'a pas dit à l'Assemblée. Oui, on a dit au gouvernement. C'est le gouvernement. On peut aller dans la Constitution pour imposer cela au gouvernement. Non, on n'a pas besoin. Pourquoi? Si le chef de l'État veut vraiment faire la promotion de la femme, c'est dans son gouvernement. Il est libre de choisir il peut dire, dans mon gouvernement. Est-ce qu'il est contraint par la Constitution? Non. Est-ce que c'est pas mieux? Non, aujourd'hui, là, nous n'en sommes pas encore là. Il n'a qu'à laisser ça et il n'a qu'à le faire parce qu'il est chantre de la promotion de la femme. D'accord. Là, il a la main libre de nommer autant de femmes qu'il veut dans son gouvernement. Il peut dire, il peut choisir, il dit, sur les 23, je nomme toutes les femmes, 23 ministres, femmes. C'est très rapidement parce qu'on est à la fin de l'émission. Bon, mais sur la question des femmes spécifiquement. Non, sur la question des femmes, je pense qu'il y a du chemin qui se fait. Je pense qu'il y a plus de doute sur la volonté politique du président Patrice Talon de mettre la femme au cœur de son action et du processus de développement qui va au-delà de la personne du chef de l'État. Maintenant, quand nous nous inscrivons dans le contexte parlementaire, c'est qu'il y a du chemin à faire. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui, je suis très partisan de la promotion de la protection de la femme, mais je ne suis pas féministe. Je ne suis pas pour dire, tant qu'on n'a pas mis... Vous êtes un misogyne? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas féministe? Féministe? Oui. C'est tout aussi dangereux que... Vous ne militez pas pour la défense des droits des femmes? Ça ne suffit pas être féministe. Ah bon? Oui. C'est déjà quand même un pas. Non, être féministe, c'est d'être dans l'exagération et presque l'exclusivité de... Ça, c'est le côté pervers. Non, écoutez, non, c'est ce que ça signifie. Aujourd'hui, la promotion et la protection de la femme, si vous voulez aller demander dans les couloirs de l'Institut national de la femme, où il y a quand même du beau travail qui se fait aujourd'hui, vous allez constater et demander à sa présidente, Claudine Affaire-Prudential, elle vous dira la promotion de la femme et la protection de la femme et de la fille, je la fais, je la promeus avec... C'est pas féministe. Attends, avec l'apport de ce qu'elle appelle la masculinité positive. D'accord. Parce que la promotion... l'appel à la genre masculine. Oui. Aucune promotion vraie de la femme ne se fait sans tenir compte de l'apport de l'homme. Regardez quel bonheur, quel degré d'épanouissement ça peut être pour une femme de contribuer au développement du pays. Si on fait sa promotion et que à l'origine, on a veillé à ce que elle soit dans une posture qui plaise à son mari et que son mari milite pour qu'elle soit là. Vous savez, quand on a dans une minute, c'est fini. On a pris tout le temps de dire derrière tout grand homme se cache une femme. Sans jamais se demander, mais pourquoi l'homme là, lui, ne se cache pas derrière sa femme pour qu'elle devienne grande dame? C'est qu'on n'a pas souvent cherché à savoir l'homme là, quels sont les codes, quels sont les leviers à actionner pour que lui, il adhère. Il se sent peut-être parfois même exclu. Donc, pour moi, beaucoup de femmes dans les positions données. Regardez, on a un bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui où il n'y a qu'une seule femme. Mais d'accord, mais il y a une femme. Et cherchez à voir cette femme-là, Madame Aïe, moi je l'ai connue, je l'ai côtoyée un peu dans certaines circonstances. Mais c'est pas une dame à se laisser marcher dessus. Et c'est pas une dame qui... C'est une régression quand même. Non, attendez. Non, suivez. Puisque les bureaux précédents ont eu plus que 2 femmes. Pourquoi celui-ci n'a qu'une femme? Voilà. Il faut le vrai débat. À un moment où l'Assemblée nationale, dans la Constitution, ça a été incrusté, plus de 24 femmes. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'au niveau du nombre de députés femmes aujourd'hui, on n'est pas déjà allé à 28? Parce que ça a été imposé par la Constitution. Écoutez, c'est une formule qui a été trouvée. Oui. On aurait souhaité... Mais sans ça, est-ce qu'on aurait eu 28 femmes? Non, mais... Oui, mais pourquoi vous trouvez que c'est un moyen qui a été trouvé? Que l'être humain est doté de jugeote. On réfléchit. C'est le fruit d'une réflexion qui a permis, après un certain nombre de décennies, de trouver ce moyen, non? De la même manière, si demain, par exemple, les tests sont révisés, pour qu'on dise, au lieu de configuration politique de l'Assemblée nationale, pour constituer le bureau, qu'on vous dit configuration politique et genre.
et qu'on dise que sur les 7 membres là, vous devez avoir 3 ou 4 femmes, ça va encore s'imposer à tout le monde. Donc, c'est une question de progression. Et pour moi, j'en aurais fini lorsque j'aurais cité mon feu père, Célestin Paulinou Viasikiti, qui dit que le développement... À qui nous rendons hommage. Oui, le développement pour lui, ce n'est pas d'être champion en tout. Et le même jour, c'est de poser un pas puis 2 puis 3, mais assurément vers l'avant. Merci, Julien Kitty. Je rappelle, vous êtes le chroniqueur politique de cette émission. Vous y êtes, en tout cas, pratiquement tous les vendredis, et c'est avec plaisir que nous abreuvons à vos analyses, à tout ce que vous nous faites entendre. Et une fois encore, bravo à LTV Diaspora FM. Merci beaucoup. Il y a également, avec vous aujourd'hui, la dragée a été... Et il faut qu'il promette de revenir ici régulièrement. Vincent Fortuné. Parce qu'il est tout le temps dans Banter en train de m'en prendre de l'ayant pilé. Vincent Fortuné à Sokbara, je rappelle, il est le directeur de publication, sinon déjà, le directeur général. Non, c'est le PDG. Oh, il faut le laisser. D'accord. En tout cas, du groupe Les Nouvelles Mutations, c'est un journal que vous avez l'habitude d'avoir cité, j'allais dire, dans nos revues ici, que ce soit les revues de titres, revues de presse. En tout cas, il promet être souvent avec nous. Oui, ça promet. Je crois que c'est une très belle émission à laquelle je viens de participer. Je crois que... Ça ne fait pas facile. Non, bon, vous savez, c'est toujours bon. C'est le bon débat. Oui, c'est le bon débat. Merci il faut, c'est ça qui donne. On dit que c'est dans les débats que jaillit la vérité. Super. Je crois que nous ne faisons pas ça pour nous 3 qui sommes en studio ici. Nous le faisons pour nos auditeurs, pour la population béninoise, pour qu'ils comprennent, pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Et nous, c'est notre manière de contribuer au développement du Bénin, nous, journalistes. Merci à vous, Vincent Fortuné à Sokba. Merci d'avoir été là. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.